Aujourd'hui, les jeunes qui sortent de grandes écoles, ils ont plus envie d'aller travailler dans des entreprises comme Schneider Electric que Total. C'est des secteurs aussi qui peuvent être plus porteurs, les énergies vertes que l'énergie fossile, vu qu'on sort petit à petit du fossile. Et donc je pense que cette bulle, en fait c'est pas une bulle, c'est juste qu'on est en train de faire une grande transition écologique, transition énergétique, et ces entreprises qui sont pas compatibles avec l'accord de Paris, à terme, vont peut-être soit devoir changer, soit disparaître. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Tout frais, Good Vest, on le disait à l'instant. Salut Joseph. Salut Mathieu. Je suis avec Joseph Chouefatier. Je suis ravi de te recevoir sur La Martingale. Merci. On va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Alors j'allais dire la finance verte, mais c'est pas que ça. On va dire la finance bonne, en tout cas la finance for good dans l'absolu, qu'elle vend en poupe depuis quelque temps. Au tout début de La Martingale, mon rêve était de faire un épisode sur faut-il investir dans le vice ou dans la vertu. J'ai jamais eu vraiment exactement cette réponse jusque maintenant, mais je trouve ça intéressant de voir ça. Au fur et à mesure des années, puisque ça doit faire 2 ans et demi que j'anime La Martingale, que je dise des bêtises, ou 1 an et demi, je sais plus, j'ai un doute là d'un coup. Okay. Mais au fur et à mesure des années, ça va être plutôt 1 an et demi, il s'est passé un truc, non, 2 ans et demi, je dis pas une bêtise, non, c'est ça. Eh bien, j'ai découvert que quand même la finance for good pouvait vraiment être intéressante en termes de rendement, que tu vois, même sur mon autre podcast Génération Do It Yourself, j'enregistre avec Marie Eklund sur des fonds à impact, de son fonds 2050, Antoine Fine avec son fonds Utopia, ils arrivent à avoir des rendements assez incroyables, et donc tu te dis en fait oui, c'est pas idiot finalement. Nous, on veut tous à un moment que la terre soit moins polluée pour nos enfants. On veut tous que notre nourriture soit plus saine et mieux produite. On est beaucoup à vouloir, peut-être pas tous, mais que les poulets qu'on mange ou qui font nos œufs aient un jour peut-être vu la lumière du jour, tu vois. Ouais. Donc tu te dis finalement dans tout ça, il y a une forme de logique s'il y a de plus en plus d'investisseurs là-dedans et qu'il y a de plus en plus de personnes à l'autre bout. Récemment, tu vois, j'ai enregistré avec C'est qui le patron. Tu connais cette marque, la marque du consommateur, Nicolas Chavannes sur Génération Do It Yourself. Épisode exceptionnel. Tu vois en fait, la vertu de tout ça et en plus le business que ça crée autour, c'est très intéressant. Voilà. Alors, je pose l'idée là, mais en fait, en préparant cette émission avec Clémentine Roux, qu'on embrasse, qui nous a bien aidé là-dessus. Eh bien, on voit que il y a quand même une bulle qui est en train de se créer. Il y a du coup, c'est tellement sexy entre guillemets que les fonds à impact, en fait, tous les gros fonds font leurs fonds à impact dans le niveau monde entier, en fait, que te balancer un Vice Fund qui va investir dans le gaming, enfin, dans le jeu en ligne, les paris sportifs, le porno, les armes et je sais pas quoi. Il y a un moment où ça a un peu moins le vent en poupe, pourquoi je sais pas, mais voilà. Et en fait, comme tout le monde va massivement là-dedans, il y a un moment où moi je le vois de l'autre côté sur certains projets qu'on peut avoir. Si tu lèves la main en disant « salut, j'ai un projet un peu green », tout le monde te saute dessus en disant, j'exagère évidemment un peu, ouais. mais tout le monde te saute dessus en disant « vas-y, je te le finance », tu vois. Donc ça fait partie, en tout cas ça rajoute une green line, une green light, enfin un feu vert très important. Et donc on lit, tu vois, là on parle des jours, hier et avant-hier, on enregistre fin septembre 2021, un article sur la Tribune qui dit « Faut-il craindre une bulle verte dans les investissements durables ?» Et donc la BRI s'interroge. La BRI, c'est un peu la banque centrale des banques centrales, avec vraiment cet effet de bulle et une croissance entre x5 et x10 des financements sur les quelques dernières années, hein, donc on parle pas de... Voilà, et je finis un autre article sur la finance verte et
entre parenthèses pour le moment une arnaque, donc un article de Slate, on mettra les liens qui date du 21 septembre, donc hier littéralement. Voilà. Donc moi, évidemment, je pose tout ça ici, je t'accueille avec plein de bonnes questions et plein de trucs comme ça, mais je voudrais qu'on parle de ça aujourd'hui, si ça te va, Joseph, parce que toi, avec Goodvest, c'est quand même ce sur quoi tu t'es orienté. Goodvest, au moment où on se parle, ça a ouvert il y a quelques semaines, et l'idée, c'est vraiment de dire, j'investis, si j'ai bien compris, que dans des sociétés qui respectent les accords de Paris de la COP 21, c'est ça? Exactement. Voilà, donc comment toi tu t'en sors? Comment nous on peut s'en sortir si je veux bosser sans Goodvest aussi? Comment on trouve les bons des mauvais? Quels sont les risques? Par où on commence? Si tu veux, on va commencer par ces 2 articles vu qu'ils sont tout frais. Donc il y a un point effectivement, c'est que les investissements ISR ont été démultipliés ces dernières années. Après il y a un point également, c'est que le nombre de fonds ISR ont aussi été démultipliés. Et il y a aujourd'hui des centaines de fonds ISR sur le marché qui sont pas tous si ISR que ça. Donc ISR, investissement socialement responsable, qui est aussi un label. Donc le label qui a été créé par l'État. Il faut l'obtenir, ce label, quand même. C'est pas te déclarer, c'est très simple. Très très simple sur ce label, et c'est pour ça qu'il est très critiqué. On a des fonds labellisés ISR dont les premières pondérations, ça fait des sociétés très impliquées dans les énergies fossiles, pour ne pas les citer. Et du coup, même si 36% des actifs sont considérés comme ESG, là, c'est ce qui a été relevé dans l'article de la Tribune. ESG pour environnement, social et gouvernance. Okay. Donc c'est les 3 critères pour l'investissement responsable. C'est très simple en fait d'intégrer des entreprises. ESG aussi. Donc ISR, ESG, c'est facile, c'est peanuts, tu agites un peu les bras, tu maquilles un peu les bords et tu obtiens... C'est ça le problème, et c'est ça que critique justement le deuxième article de Slate, c'est qu'il y a énormément de greenwashing dans la finance verte, et ça a été relevé, il y a des articles qui ont été écrits sur le sujet, il y a l'article qui a été écrit par... Le livre, pardon, qui a été écrit par Alain Grandjean, L'illusion de la finance verte, qui est sorti dans ces dernières semaines et qui justement soulève un peu les dessous de la finance verte, où il y a énormément de greenwashing. Quand on a des fonds ISR dans la première pondération, c'est une entreprise dont 99,5% de ses revenus viennent des énergies fossiles. Forcément, on se pose des questions quand on sait que pour respecter l'accord de Paris, il faut plus financer un seul nouveau projet dans le charbon ou dans le pétrole, quoi. Ça veut dire que là on est encore sur un autre niveau. Quand toi tu dis nous les entreprises qui respectent les accords de Paris, typiquement, je sais pas moi, je prends un Shell pour prendre un étranger, un BP ou un Total, ou peuvent pas du tout rentrer dans ces critères-là. Aujourd'hui, impossible. Et ils pourraient rentrer dans le ESG ou ISR potentiellement. Ils pourraient rentrer dans le ESG et ISR effectivement parce que c'est une définition qui est extrêmement large et on peut considérer que Total produit 0,5% d'énergie verte, donc c'est responsable et puis cette part tend à augmenter. Okay. Mais c'est pas, du coup, chez nous effectivement, c'est une société qui est exclue parce qu'on exclut totalement toutes les énergies fossiles. Charbon, pétrole et gaz, aussi bien extraction que production, et le seuil de tolérance c'est 0% de chiffre d'affaires. Donc on peut pas financer ce type d'entreprise chez Goodvest. Alors, que ce soit chez Goodvest ou ailleurs, si tu as des critères un peu radicaux, on est d'accord que tu vas réduire le nombre d'entreprises concernées drastiquement. Donc, on va dire que sur 100 entreprises, tu en as peut-être 20 qui sont ISR, même pas ISR ou ESG. Et sur 100 entreprises, tu en as peut-être 2 ou 1 qui répondent à tes critères. C'est ce genre de proportion, vaguement ? Oui, vaguement, c'est peut-être un tout petit peu plus que 2, mais oui, effectivement, on réduit drastiquement. Après, c'est assez important parce que en termes de secteur, on réduit pas si drastiquement. Il y a quelques secteurs qui sortent immédiatement, les énergies fossiles. C'est le seul secteur qui est totalement absent. La construction ? La construction, il y a des entreprises qui construisent de manière plus responsable aujourd'hui. On le voit dans l'immobilier d'ailleurs, il y a des SCPI ISR qui sortent, etc. Oui, mais ISR, c'est facile aussi. Oui, alors c'est facile, moins sur les SCPI, donc moins sur l'immobilier, parce que les SCPI labellisés ISR, c'est possible depuis moins d'1 an, tandis que le label ISR sur les fonds de gestion active et de gestion cotée, il existe depuis plusieurs années maintenant. Ah ouais, j'en profite en l'occurrence pour parler d'une SCPI qui nous a accompagnés sur la martingale et qui s'appelle Atlan Voisin et donc Thomas Lafouré qu'on embrasse au passage et qui a un label ISR sur une de ces SCPI et tu le disais aussi Hiroko je crois dans Hiroko Zen, donc voilà, qui nous accompagne aussi, donc voilà, au moins celle qui accompagne la martingale ont ce label qui est pas si simple comme tu le dis à obtenir, au moins sur cet univers. Mais donc pour revenir sur ce qu'on disait, en fait, t'en as donc, mettons, 110
3, tu vois, peut-être 100 sur 100, t'en as 10 qui ont des labels un peu faciles à obtenir et 3 qui ont des trucs un peu plus durs. Si tu rentres dans ces 3 qui cherchent des investisseurs, t'as tout quand même pour créer une forme de bulle, parce que si t'as en face les investisseurs qui sont multipliés par 10, tu vois l'effet de balancier, quoi. Alors le problème, c'est que ces 3-là, en fait, et c'est pour ça que la finance verte, la finance vraiment verte a un peu du mal à décoller, c'est qu'il faut des données pour les trouver, ces 3-là. Il faut les émissions de CO2 sur le scope 1, 2 et 3. Je vais expliquer rapidement ce que c'est que les scopes 1, 2 et 3. On va prendre l'exemple d'un véhicule. Le scope 1, ça va être la construction du véhicule. Le scope 2, ça va être les émissions indirectes liées à la fabrication. Par exemple, le fait de chauffer l'usine ou de l'alimenter en électricité. Et enfin, le scope 3, ça va être les émissions indirectes. Et du coup, là, c'est les émissions des fournisseurs et puis des utilisateurs finaux. Et donc là, c'est là qu'une voiture va émettre beaucoup de CO2. Donc, émission directe, c'est-à-dire indirecte. Émission indirecte, oui, scope 3, effectivement. Émission indirecte des autres parties prenantes. Donc, fournisseurs et utilisateurs finaux. Où est l'émission directe? L'émission directe liée à la fabrication, c'est le scope 1. Non, quand je dis pas liée à la fabrication, l'émission directe liée à l'usage. Ah, scope 3. Scope 3, okay. Les parties prenantes extérieures. En fait, on va pas dire que c'est le Renault sur le scope 1 qui émet les émissions de CO2. C'est le client final. C'est ça, exactement. Et en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, donc, les entreprises cotées sont obligées de communiquer sur le scope 1 et le scope 2. Et en fait, il y en a extrêmement peu qui communiquent sur le scope 3. Et c'est là qu'on retrouve beaucoup d'émissions de CO2. Et pour faire des portefeuilles compatibles avec l'accord de Paris, ce qu'on fait, il faut forcément le scope 3, parce que sinon, on a les entreprises dans les énergies fossiles qui sont compatibles. Et alors, toi, pour parler de vous, mais pour aussi comprendre moi comment je pourrais les obtenir moi-même, ces données, on les trouve où? Je veux dire, comment je sais celles qui sont compatibles ou celles qui ne le sont pas? C'est très compliqué. Ouais, c'est pratiquement impossible parce que sur le scope 1 et 2, les données sont publiques et sont publiées dans les rapports des entreprises. Donc déjà, ça demande énormément de travail, de recherche, d'analyse, etc. Et en fait, le scope 3, aujourd'hui, il y a très peu de cabinets qui sont capables de les calculer. Nous, c'est le cas de Carbon for Finance, du coup, du cabinet Carbon 4 qui a été co-créé par Jean-Marc Jancovici. Et donc, nous, on a un partenariat avec eux et on a leurs données. Mais aujourd'hui, ces données, elles sont pas publiques. Donc malheureusement, très compliqué de les obtenir. Il y a des entreprises qui communiquent dessus, souvent celles qui sont en avance. Forcément, quand elles sont compatibles avec l'accord de Paris, généralement elles le disent. Mais sinon, c'est assez compliqué de le savoir. Et alors, si la difficulté aussi pour toi et pour nous tous, c'est de se dire qu'en fait, même si tu respectes scope 1, 2 et 3, finalement, à un moment où une bulle exploserait, tu pourrais te dire que tout le monde serait emporté par la vague, tu vois, et se dire finalement, même ceux qui respectent tout et sont meilleurs, à un moment pourraient en pâtir, parce que il y aura un désinvestissement massif. Alors, moi, je pense qu'il y a des bulles dans la finance verte. Il y a des bulles, notamment Tesla. C'est la principale bulle que souligne du coup l'article de la Tribune. Mais toutes les entreprises sont pas concernées. Les bulles aujourd'hui, elles sont principalement sur les énergies vertes. D'ailleurs, la bulle elle a un petit peu explosé en 2020. Donc nous, on n'a pas de thème sur les énergies vertes dans nos portefeuilles. Donc il y a ces deux bulles-là, généralement les constructeurs d'automobiles électriques et puis les énergies vertes. Aujourd'hui, si on regarde nos portefeuilles, nous par exemple, on voit pas de bulle, on a une légère surperformance par rapport au marché, vu que l'ISR a tendance à surperformer, on pourra revenir dessus après, mais on constate pas de bulle pour l'instant là-dessus. Et alors, qu'est-ce qui, selon toi, va se passer? Je le dis à chaque épisode, mais bon, il faut le dire parce que c'est important. Il y a des nouveaux qui nous écoutent. Nous, on donne pas de conseils. On émet des hypothèses. Et puis, chacun en fait ce qu'il veut pour ses propres investissements. Mais en fait, dans les schémas, on peut se dire ça va. Il y a un moment, une bulle, elle explose. Il y a un moment où en fait, elle va encore continuer et puis peut-être faire x2 ou j'en sais rien. Il y a un moment où finalement, les entreprises vont quand même se mettre un peu plus de pression pour rentrer dans de la vraie finance verte parce que c'est là où les choses vont se passer. Où finalement, ceux qui font un peu du greenwashing, c'est là où il faut aller parce qu'en fait, c'est pas bien fondamentalement, tu peux te dire, mais c'est là où il y aura des prises d'intérêt fortes. Je sais pas, tu vois. Est-ce que tu as des hypothèses, des idées là-dessus? Moi, j'espère que c'est la troisième solution. J'espère que c'est les entreprises qui vont petit à petit toutes s'aligner avec l'accord de Paris. Et là-dessus, il faut espérer qu'il y a des politiques publiques qui vont se mettre en place, une taxation sur le carbone, etc. Des avantages pour les entreprises qui, elles, sont déjà compatibles avec l'accord de Paris. Et donc ça va peut-être déconstruire la bulle, parce que les entreprises qui sont compatibles avec l'accord de Paris, si une taxation carbone arrive, elles vont être très avantagées quand même. Oui, c'est ça. Donc l'idée, à un moment, c'est de se dire, il faut un stimuli des services, des services publics
des États qui sont engagés pour dire, en gros, si vous respectez pas, vous payerez plus, et si vous respectez, vous payerez moins, vous aurez des carottes fiscales, vous aurez des tas de choses, c'est ça? Par exemple, il n'y a pas que ça, il y a aussi les consommateurs, les entreprises, quand elles font les grandes entreprises, quand elles font des appels d'offres aujourd'hui, elles regardent un petit peu le comportement des sociétés, les talents. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent de grandes écoles, ils ont plus envie d'aller travailler dans des entreprises comme Schneider Electric que Total. Et donc, il y a plein de choses, les consommateurs, les talents, c'est des secteurs aussi qui peuvent être plus porteurs, les énergies vertes que l'énergie fossile, vu qu'on sort petit à petit du fossile. Et donc, je pense que cette bulle, en fait, c'est pas une bulle, c'est juste qu'on est en train de faire une grande transition écologique, transition énergétique, et ces entreprises qui sont pas compatibles avec l'accord de Paris, à terme, vont peut-être soit devoir changer, soit disparaître. Il y a parmi les entreprises du CAC 40 un certain nombre qui remplissent les critères dont tu parles, toi, donc des accords de Paris. Oui. Ce qui m'étonne, moi, en fait. Je pensais pas que dans toutes ces grosses entreprises, il était possible qu'il y en ait. Vous êtes concentré sur celle-ci ou vous allez sur d'autres marchés cotés Alors, bien sûr, on se concentre pas que sur le CAC 40 parce que CAC 40 déjà c'est assez limité, hein, 40 entreprises, les plus grandes capitalisations françaises. Donc nous, on a des entreprises qui sont très diversifiées géographiquement. Donc on a des entreprises aux États-Unis, dans le reste de l'Europe. Il y en a moins dans les pays émergents parce que les pays émergents sont pas en avance, bien sûr, sur la transition écologique. Mais voilà, on a des portefeuilles qui sont très diversifiés avec quand même plus d'entreprises européennes que dans le reste du monde. Et les grands noms, alors il y a Tesla dedans, en effet. Tesla en fait partie ou même pas? Alors, du coup, pour le 440, non, mais... Oui, évidemment, merci. Mais donc oui, on peut avoir du Tesla. Aujourd'hui, elle n'est pas dans nos portefeuilles, ouais. Parce qu'en fait, elle respecte des critères, certes, eux, de l'environnement, mais sur le social, Tesla, c'est assez compliqué. Okay. Ils se fait pas mal épingler parce qu'ils ont un rythme de commande qui est très élevé et le rythme de production qui ne suit pas. Et il y a beaucoup d'émissions d'employés, etc. Les conditions de travail sont pas particulièrement bonnes chez Tesla, donc ils ont été sortis de pas mal des fonds, même s'ils l'étaient encore jusqu'en 2020, quoi. Ok, et alors dans le CAC 40, tu as qui par exemple? Alors, les meilleurs élèves, ça va être EDF, Schneider Electric, Legrand. Il y en a également qui sont de très bonne voie, donc qui sont tout proches des 2 degrés. C'est Veolia, Alstom, Klépierre, Engie, Unibail, LVMH et Kering. Il y en a qui sont pas très loin non plus, c'est L'Oréal. Et est-ce que je peux donner également les mauvais élèves? Ouais. On a Total, forcément, qui est le pire. On a ArcelorMittal, Lafarge, Airbus et les banques françaises. Il n'y en a aucune aujourd'hui qui est en dessous d'une trajectoire de 4 degrés. Ce qui est plutôt surprenant, enfin, je veux dire, les banques... C'est le scope 3, en fait. C'est le financement des énergies fossiles des banques qui est extrêmement important encore. Aujourd'hui, pour 1 euro investi par les banques françaises dans les énergies renouvelables, il y en a 8 qui sont encore investis dans les énergies fossiles. Okay. Ça, c'est en 2020. Ouais, donc c'est vraiment très, très lié à... Ok. Au fait ils sont dans le game, quoi. Donc ça les pénalise, évidemment. Et quand je reprends ceux qui sont au bord d'y être, je sais pas, tu cites LVMH par exemple, est-ce que alors je sais pas si, évidemment tu es au courant de ce genre de choses, quand tu rentres ou que tu sors du CAC 40, tout de suite tu as un bond dans ta valorisation parce qu'en fait il y a plein de fonds indiciels donc qui sont sur le CAC 40, donc si tu rentres tout de suite tu vas prendre 5, 6, 8, 10%, je dis des conneries, ça se trouve c'est moins, ça se trouve c'est plus, mais probablement pas plus. Souvent c'est anticipé en plus. Ouais, potentiellement t'as raison. Mais en revanche, là-dessus, est-ce que c'est anticipé? Est-ce qu'il y a un effet? Est-ce que si tout de suite tu deviens compatible aux accords de Paris, il y a un petit bump sur ton cours d'action et que tu prends 1 ou 2% ou les goûts de veste et consorts sont pas assez nombreux pour que ça arrive? Alors clairement, non, il y a pas du tout de mouvement. Il peut y en avoir un tout petit peu, mais c'est plutôt sur le long terme. Il y a très peu de fonds compatibles avec l'accord de Paris. Nous aujourd'hui, on a scanné des milliers de fonds chez Goodvest pour sélectionner les quelques qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Et voilà, il y en a quelques dizaines. Donc clairement, en termes d'asset under management, de montant sous gestion, ça va pas faire des gros bons. Le fait d'intégrer ces fonds ou ces indices. Est-ce que aujourd'hui, alors on a parlé d'ESG et d'ISR, tu m'as dit que c'était un peu des tampons, pas forcément toujours difficiles à voir selon les secteurs, mais qui sont en revanche beaucoup plus communs. On en voit plus, tu vois, on donnait des ordres d'idées et de proportions. Encore une fois, c'était que des ordres, mais est-ce que ce sont des labels qui sont performants en termes de finances?
En termes de rendement, ouais, j'ai un exemple que j'ai préparé. On a le Low Carbon 100, qui est un des premiers ETF qui était compatible avec l'accord de Paris, qui était lancé en partenariat avec Carbone 4 Finance d'ailleurs. Rappelle-nous un ETF. Alors oui, un ETF, du coup, c'est un fonds coté qui va répliquer un indice. Ouais. Il y a plusieurs types d'ETF. Il y a des ETF en réplication physique et en réplication synthétique. Petite nuance qui est assez importante sur l'investissement responsable, c'est que du coup, les ETF en réplication physique vont acheter une à une les valeurs de l'indice de référence. Ouais. Donc si l'indice de référence exclut les énergies fossiles, il va l'exclure. Problème avec les ETF en réplication synthétique, c'est qu'ils cherchent juste à répliquer la performance. Donc, ils peuvent avoir n'importe quelle société. Et donc, surtout quand on est dans l'ISR, il faut toujours prendre des ETF en réplication physique. Ouais, donc voilà, la réplication synthétique, hein, on en a parlé, on l'a évoqué dans certains épisodes. Ça veut dire que par des calculs très 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 scientifique quand même et très complexe, on arrive à suivre un indice en prenant plein de valeurs différentes, ça peut même être des cryptos, ça peut être voilà, on met tout ça dans un pot et en fait on se rend compte que ça suit exactement l'indice dont on parle, qui lui va comprendre des vraies valeurs, donc potentiellement Engie dont tu parlais tout à l'heure, Tesla s'il y a dedans, enfin un fonds de 100 valeurs comme ça avec 100 entreprises dans lesquelles on investit. Donc voilà, si t'es dans un fonds organique, je répète ce que tu as dit, tu investis vraiment dans ces sociétés. Si tu es dans un fonds synthétique, tu investis dans quelque chose qui est juste une copie virtuelle, quoi. C'est ça, et donc dans l'ISR, ça n'a pas d'intérêt parce qu'en plus, on ne peut pas voter aux assemblées générales, il n'y a absolument aucun intérêt. Ouais, et tu votes potentiellement dans du carbone. Enfin, tu investis potentiellement dans du carbone, exactement. Donc ça n'a aucun intérêt. Très bien. C'est un point qu'on s'est un très bon apprentissage, merci. Donc voilà, donc Low Carbon 100, donc on va le comparer à un indice de référence qui est comparable, qui est le MSCI Europe, sur les 3 dernières années. Donc les performances annualisées du MSCI Europe, c'est 9%. MSCI, c'est MSCI, hein, tu le prononces en anglais, c'est un des plus gros index européens qui a une super performance. Donc 9% par an. 9% par an sur l'Europe, exactement. Et le Low Carbon 100 qui est aussi du coup sur l'Europe, 9,44%. Bon alors, ça fait une petite différence, hein, ça fait 0,5%, mais année après année, ça fait beaucoup. Et surtout, ce qui est très intéressant de voir, c'est que malgré que la performance soit plus élevée, la volatilité est plus faible. Donc le risque est plus faible. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en période de crise, du coup, c'est un indice qui résiste mieux, alors qu'en période de croissance, il va mieux performer également. Donc, je reprends pour simplifier et vérifier que j'ai bien compris. Tu prends les 100 plus grosses. C'est 100 MSCI 100, hein, c'est ça? Non, c'est MSCI 100, hein, je crois. Non, ouais. Donc, les 100 plus grosses valorisations européennes le carbone 100. Et le carbone 100, donc c'est les 100 plus grosses qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Qui sont compatibles avec les accords de Paris, et on arrive à une performance identique, légèrement améliorée. Légèrement améliorée même sur les accords de Paris, avec une volatilité moindre. Donc finalement, sur quelle durée tu dis? Alors c'était une durée de 3 ans que j'ai pris. Ouais. C'est un indice qui est quand même assez jeune, donc c'est pas très intéressant de prendre sur 10 ans. Après il y a d'autres, ça se confirme sur d'autres indices qu'on l'avait fait sur les US. Là j'avais pris l'Europe parce que c'est assez présent dans nos portefeuilles, et puis il y a plus d'entreprises compatibles avec l'accord de Paris. Mais globalement, il y a une méta-analyse qui a été faite par l'université d'Oxford sur le sujet, qui a du coup rassemblé 200 études sur le sujet, et dans 90% des cas, intégrer des critères de durabilité, ça va améliorer la performance et réduire le risque. Et donc ça s'explique par les raisons qu'on a dit tout à l'heure. C'est des secteurs qui sont plus en croissance, qui attirent plus les consommateurs, qui sont plus résilients en période de crise, et donc on peut expliquer cette surperformance de cette manière-là. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir en comparaison, troisième, c'est les 100 qui font vraiment n'importe quoi, tu vois. Ah, ça, je l'ai pas. Et se dire, en fait, est-ce que ceux qui... parce que, en fait, on a quand même cette vision à la papa du capitalisme des années 80, peut-être 90, te dire, tu vois, si je sors avec mon lance-flamme et que je fais n'importe quoi, bah, je vais faire quand même plus d'argent que si je sors avec mes petites fleurs. Et voilà, je suis désolé, je schématise. Et voilà, je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette vision-là. Et justement, c'est plus vrai, mais ce serait quand même intéressant et c'est limité par les accords de Paris, c'est limité là pour le coup par le législatif et l'ambition, hein, j'imagine. Mais si tu regardes les énergies fossiles par exemple, qui quand même serait une part prépondérante à mon avis des vices, des entreprises les moins bien notées, les énergies fossiles, quand on regarde les cours de ces actions-là, n'évoluent pas depuis les 5 dernières années, et la seule distribution qu'il y a, c'est sur le dividende. Donc il n'y a pas de rendement en fait, alors que les énergies vertes, c'est un secteur qui se développe énormément. Et pourtant, les banques financent 8 fois plus de projets sur les énergies fossiles. Ça veut dire que même si les cours n'évoluent pas,
les besoins sont toujours là, beaucoup plus importants en fait. C'est la réalité de notre monde réel. Hein. Elles sont dépendantes. Il y a une campagne qui a été faite par les Amis de la Terre cette année. Où on voyait dans les rues de Paris des affiches des banques françaises. La Société Générale, nous sommes dépendants des énergies fossiles. En fait, il y a une grande partie de leur bilan qui en dépendent. Énormément d'investissements qui ont été faits sur les dizaines et les dizaines de dernières années. Ils peuvent pas sortir des énergies fossiles comme ça et abandonner les entreprises, sinon ils font faillite. Hein. Non, et puis c'est aussi une réalité. Je veux dire, si toi t'as pas de voiture, je sais pas si t'en as une, mais moi j'ai une voiture. Elle est hybride, mais quand même majoritairement. Je pense que je roule un 80-20 plutôt pas à l'électrique, tu vois. C'est encore la réalité. Mon scooter, il est pas électrique. Alors je pense que ça va changer dans les prochaines années, mais encore une fois, dans les prochaines années. Et puis je suis plutôt parmi ceux pas parmi les mauvais élèves, tu vois. Donc on est tous en retard. Là. L'empreinte carbone d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. D'ailleurs, c'est la même empreinte carbone que son épargne. Donc c'est considérable. Si on veut respecter l'accord de Paris. Alors, l'empreinte carbone de toute ta consommation, en moyenne, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Ça, j'ai compris. Toutes tes courses, etc. L'empreinte carbone de ton épargne, si on la mesure, c'est également 11 tonnes de CO2 par an pour un Français. Pour 25 000 euros, c'est 11 tonnes de CO2. Donc pour 50 000 euros, c'est 22 tonnes, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans les sociétés dans lesquelles tu as investi, la consommation, enfin la pollution générée, c'est 11 tonnes de CO2. Exactement. D'accord. Et ça se mesure, ça, individuellement ou pas ? Ça se mesure individuellement, oui. Il y a beaucoup d'ONG qui ont fait le travail. Non, mais je veux dire, moi, je peux mesurer tes investissements ? Ouais. Il y a une application qui est sortie. Probablement plus facilement que ma consommation, pardon. Mais, alors les deux, Greenly le fait très bien, c'est approximatif évidemment, mais c'est une bonne première étape. Sur l'épargne, il y a une application qui s'appelle Rift, R-I-F-T, qui est sortie, qui est une sorte de Yuka de la finance, où tu vas rentrer tes investissements un à un, et ils vont calculer aussi avec Carbon 4 Finance l'empreinte carbone de ton épargne et la trajectoire de réchauffement climatique des entreprises de ton épargne. Il faudrait le brancher avec Finari. Je sais pas si tu as écouté l'épisode que j'ai fait avec Mounir, mais Finari, en l'occurrence, comme j'ai rentré tous mes comptes là-dessus pour voir comment, mes performances. Finalement, si je pouvais avoir une performance énergétique, ce serait intéressant en même temps. Ce serait pas mal. Nous, on discute avec Rift pour voir si on pourrait faire ça. Ok. Et te dire où est-ce que tu peux avoir de l'impact, changer tout ça, etc. Parce que c'est ce qui est plus important. Donc, en fait, ce qui est intéressant quand même dans ce qu'on dit, c'est que l'énergie fossile, on en est encore complètement dépendant. Et pourtant, et donc c'est la réalité d'aujourd'hui, mais pourtant c'est pas la direction. Donc du coup, c'est pas là où va l'argent et où tout s'oriente, quoi. Donc c'est un peu quand même une forme de déconnexion entre le réel et la vision et le futur, quoi. Enfin, si on veut respecter l'accord de Paris, on n'a pas le choix. Il faut arrêter tous les nouveaux financements d'énergie fossile. Et là, c'est vrai que du coup, les financements, ils vont encore massivement vers les énergies fossiles. Et on peut prendre un autre exemple. Alors, je sais pas s'ils en parlaient dans le dernier article dont on parlait, mais le livret de développement durable et solidaire, le LDDS, était beaucoup critiqué dernièrement, car il y a 30% de ce livret uniquement qui est dirigé vers des investissements solidaires et puis responsables de manière environnementale. Et pire que ça, donc la Caisse des dépôts qui gère le LDDS et qui gère aussi le livret A ne distingue pas les deux livrets. Donc c'est du marketing complet, quoi. Et alors vous faites ça depuis peu, donc depuis quelques semaines, donc chez Goodvest. C'est Goodvie votre produit, c'est ça ? Goodvie, exactement, c'est notre contrat d'assurance vie, tout à fait. Et parce que souvent les prestataires dans la fintech avec qui je parle, quand on bosse avec eux, on voit finalement que derrière il y a toujours un gros opérateur connu avec peut-être des fonds qui existent déjà ou qui sont d'autres fonds. C'est comme ça que ça marche chez vous, j'imagine pas. Oui. Alors ce qui est bien, parce que c'est rassurant, je veux dire, me dire, tu as quel âge ? Alors j'ai 24 ans. 24 ans, voilà. C'était une des remarques que je me suis dit, tu vois, quand on a screené, je me suis dit, est-ce que je peux faire confiance à Joseph parce qu'il est assez jeune, etc. Et puis on a regardé tout ce que tu as fait, et j'ai l'impression que tu as une bonne street cred, mais justement, il faut que tu m'expliques derrière comment moi je suis rassuré, parce que évidemment, c'est toujours mieux de bosser avec des acteurs
ont une street cred importante. Mais aussi, souvent, tu te dis, mais c'est des acteurs traditionnels, donc en fait, ils vont aller sur des investissements synthétiques, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, alors effectivement, de toute façon, on est obligé, du coup, pour construire un contrat d'assurance vie, de s'appuyer sur un assureur qui assure le contrat. Notre assureur, c'est Generali, donc c'est le 3e assureur européen, donc il est extrêmement solide. Et donc pas de panique là-dessus. Si jamais Goodvest venait à disparaître, ce qu'on souhaite pas, l'épargne de nos clients reste sur des comptes Generali, donc il y a pas de souci à avoir là-dessus. Mais c'est géré par vous, du coup. Mais du coup, c'est géré par Goodvest. Effectivement, on a un mandat d'arbitrage, et donc nous, on travaille avec des sociétés de gestion comme Mirova, avec des sociétés de gestion qui sont plus grandes aussi, comme Amundi par exemple, et du coup qui sont sur le marché depuis plusieurs dizaines d'années. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser tous ces fonds, sélectionner les meilleurs qui respectent nos critères, et ensuite construire des portefeuilles sur mesure qui répondent aux attentes financières et extra-financières de nos clients. Il y a forcément une faille dans ton truc. Alors, j'imagine. Je vais te dire un truc, je pense, j'en sais rien, c'est que ces fonds, en fait, ils t'aident à construire ces trucs-là, mais je sais pas si Mirova, t'en as cité d'autres pour pas dealer, parce que pour pas en Mirova, on a Amundi aussi. Amundi, etc. Eux ne sont probablement pas, si je devais les noter, comme les banques que tu as citées tout à l'heure du CAC 40, ne respectent probablement pas les accords de Paris. Ils financent eux-mêmes. Alors Mirova est très connu pour ses éoliennes et tout ça. Ils font que des énergies, ils font que du verre Mirova. Donc pour le coup, ils sont, je pense, irréprochables. On en a d'autres, un Sycomore qui aussi fait que l'investissement responsable. On a des acteurs qui sont plus grands. Amundi, effectivement, ils font absolument tout. Mais forcément, ils vont comme tout le monde sur l'ISR, et en quand même faisant confiance à ces acteurs-là et en leur montrant qu'ils peuvent également faire du chiffre d'affaires avec des fonds ISR qui sont vraiment ISR, on va les inciter à le faire, et on n'a pas le choix. En fait, on est obligé d'amener les acteurs aussi à la transition. On peut pas le faire avec des acteurs qui font que du verre, sinon on va oublier beaucoup d'acteurs. Donc, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'aime bien voir la full picture de la chaîne de valeur. C'est que c'est un peu comme ces moments. Alors, je connaissais pas tes 3 niveaux tout à l'heure que tu évoquais, mais je me souviens, il y avait, je sais plus, ils appelaient ça un moment. Alors, t'étais à peine né, je pense, voire pas né, mais les Jupettes ou sous Alain Juppé, le Premier ministre, il y a toujours eu des primes à la casse, tu sais, sur les voitures, pour dire en fait on va renouveler le parc automobile pour avoir des voitures qui polluent moins. Sauf que tu voyais qu'on mettait à la casse des voitures qui avaient 8, 9, 10, 12 ans, et qu'en fait la production d'une voiture équivalait à 17 ans ou 20 ans ou 25 ans de circulation d'une voiture. Donc en fait c'était pire. À chaque fois que tu faisais ça, t'empirais le truc, mais ça permettait de soutenir l'économie, les constructeurs automobiles, etc. Donc à scale ça marchait bien, mais en fait c'était un énorme scam en fait. Et donc maintenant tout ça est quand même, on arrive à une forme de maturité quand on va assez loin comme vous le faites de tout ça. Et on peut vraiment à chaque point de contact se dire je vais être jusqu'au boutiste. Ce que vous n'êtes pas complètement avec un Amundi par exemple, mais pas loin, c'est ça? Oui, pas loin. Alors effectivement, on peut toujours faire mieux, et on va continuer à s'améliorer. Le choix de notre assureur aussi, le choix de choisir un assureur qui n'est pas un assureur bancaire. Beaucoup d'assureurs en France font partie de banques, et alors forcément, lorsqu'on a un assureur non bancaire, on finance pas les énergies fossiles parce qu'on ne fait pas de prêt. Donc c'était un point aussi de choisir Generali plutôt qu'un assureur qui s'appuie sur une banque. Et on va aller plus loin, effectivement. Nous, on a prévu en 2022, par exemple, de travailler sur la biodiversité. Donc avec Carbon for Finance, on est en train de travailler là-dessus et de voir combien d'espèces animales sont menacées par les entreprises de nos portefeuilles, pour prendre aussi en compte la biodiversité et pas juste l'empreinte carbone. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi je fais ça? Ouais, en fait, pardon, c'est pas des questions que je pose généralement dans la martingale, mais pourquoi tu fais ça? Alors moi, il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à créer Goodvest. Déjà, c'est la passion pour l'entrepreneuriat. Donc je voulais vraiment créer ma société, et une passion pour l'investissement. Et puis voilà, comme une bonne partie de ma génération, je sais qu'il faut qu'on agisse maintenant, et que notre retraite va pas être très sympa si on continue dans cette direction-là. Et donc créer une société pour sans répondre à des enjeux ultra importants comme les questions environnementales, ça aurait pas fait de sens. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Goodvest, et je me suis rendu compte que l'épargne avait peu évolué ces dernières années. Alors on a quand même pas mal de solutions sur l'investissement vert, sur du non-coté, du crowdfunding. On a des Lita.co, We2Good, etc. qui sont des formidables initiatives. Mais sur le côté, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, en France en tout cas, et beaucoup de greenwashing. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse les choses bien là-dessus. Ouais, en effet, et
Et ce qui est intéressant là-dessus, si ça grossit et si vous y arrivez, vous et d'autres d'ailleurs, c'est que comparativement aux acteurs que tu as cités sur le non-coté, donc tout ce qui n'est pas en bourse, hein, si on arrive à faire même des sauts de puce sur le côté, c'est souvent énorme parce que, en effet, quand tu parles du CAC 40 ou du top 100 des entreprises européennes, finalement, ça concerne énormément de personnes, quoi. L'épargne des Français sur l'assurance vie, c'est 1800 milliards d'euros. Si on rajoute le PEA et le PER, on monte quasiment à 2500 milliards. Donc, c'est des sommes qui sont colossales et c'est très bien le crowdfunding, mais il faut aussi que l'épargne liquide et cotée, du coup, se déplace. Et donc là-dessus, tu connais à peu près les proportions de ISR, ESG et respect des accords de Paris? Alors, sur l'épargne solidaire, on estime qu'il y a environ 1% de l'épargne des Français qui est redirigée. Voilà. D'accord. C'est lamentable. Sur l'ISR, il y a des chiffres différents parce que ça dépend de ce qu'on appelle ISR. On estime qu'il y a environ un peu moins de 5% des fonds qui sont de l'épargne des Français qui sont sur des fonds ISR. Donc il y a encore beaucoup de travail et il y a 65% des Français qui veulent investir de manière responsable. Donc il y a beaucoup de travail aussi sur la distribution. Les banques en font clairement pas assez et il faut que d'autres acteurs s'y mettent. Mais c'est compliqué pour les banques justement aussi. Tu vois, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure ou ce que je te disais tout à l'heure d'ailleurs. C'est dans la chaîne de valeur, si tu commences à te dire je te commercialise des fonds qui respectent les accords de Paris, sachant que moi-même ma boîte les respecte pas, tu vois, c'est pas facile, quoi. Alors oui. C'est possible, hein. De toute façon, tout est possible, mais tu vois ce que je veux dire, il y a un truc qui cloche. Le Low Carbon 100, c'est un fonds BNP. Ok. Donc la banque la plus polluante, hein. Donc c'est eux qui font un des meilleurs fonds alignés avec le climat et c'est eux qui financent le plus les énergies fossiles. Pour être exact, la banque la plus polluante, parce que je suis pas toujours sympa avec les grandes banques, donc de France. BNP Paribas. D'accord, de France, hein, pas d'Europe. C'est aussi celle qui finance le plus l'énergie renouvelable. Ok, c'est la plus grande. Ouais, donc en effet, ouais, il faut qu'ils changent. J'imagine qu'ils y travaillent. Hein. Généralement, je vois ça. Mais en effet, bon, au moins ils proposent ça, c'est déjà ça. Ils montent cet indice dans lequel du coup tu peux investir, tu investis. On n'a pas le choix, c'est un des meilleurs fonds d'Europe. Donc on a intégré forcément, on préférait que ce soit un fonds Mirova, mais c'est un fonds qui est très bien, qui a été construit par Carbon for Finance, et c'est un fonds qui décolle un peu quand même en termes de collecte chez BNP. Il a récemment dépassé les 1 milliard d'euros d'encours. Donc forcément, ça pose des questions du côté de BNP. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils sortent un nouveau fonds, Low Carbon 300, qui est l'équivalent de ce fonds-là pour le monde, pour le monde entier. Donc c'est super intéressant. C'est un des premiers fonds monde qui prend en compte en premier critère l'empreinte carbone. Et donc on va dans la bonne direction. Oui, mais je pense que même, tu vois, pour être pas que utopique, je pense que ils sont obligés à un moment de se dire si on veut respecter tout ça, il va falloir qu'on bouge. Mais j'imagine aussi que pour que le monde tourne bien encore, tu ne peux pas, dans une grande banque comme ça, ne pas financer, tu peux, mais je sais pas moi, une plateforme pétrolière pour quelqu'un. Je veux dire, la réalité, c'est que je mets de l'essence dans ma voiture, tu vois. En fait, évidemment, hein, il faut faire des arbitrages, mais si on va dans un monde 4 degrés, les catastrophes seraient telles que les assureurs ne pourraient pas les assurer. Ouais, donc ça dépend si tu privilégies le court terme ou le long terme. Tu vois, je veux dire, à la limite, ce que je pointe du doigt ici, si je devais moi-même me pointer du doigt, ou peut-être toi, je veux dire, c'est aussi te dire, t'investis dans des trucs, comment tu les appelles, carbone 100, low carbone 100, low carbone 300, mais derrière, tu prends des avions. Donc t'es un débile, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Faut aussi balayer devant sa porte pour. J'essaye un peu juste de pousser le raisonnement. Et je pense qu'on essaye tous d'y aller petit à petit, mais bon, on vit pas tous dans une prairie sans. On va pas aller vivre dans une grotte, évidemment. Ouais. Et je pense on est dans une génération aussi qui a envie de voir un peu le monde, et on va pas s'arrêter de prendre l'avion du jour au lendemain. Après, quand on peut privilégier le train, on le fait. Quand on peut compenser nos émissions de CO2, faut le faire. Quand faut prendre des compagnies aériennes qui le font, c'est bien aussi. Quand tu peux investir dans des entreprises comme ça plutôt que des bitcoins qui polluent aussi, c'est possible. Ça dépend avec quoi ils sont minés, mais ouais, évidemment. Très bien, très clair. Écoute, c'est intéressant. Si je veux me projeter juste un peu pour clôturer cet épisode, est-ce que, au regard de ces articles et de cette bulle et de tout ce qu'on a dit,
on peut se dire et craindre qu'il y ait une petite correction ou une grosse correction dans les prochains mois, prochaines années, comme à peu près partout sur l'économie, avant un fort rebond sur ces valeurs-là, plus que les autres, ou est-ce qu'on peut même espérer se dire s'il y a une forte correction, ça tiendra en tout cas beaucoup mieux, et c'est plutôt un truc refuge? Alors, bon, les performances passées, je ne juge pas des performances futures, mais sur les dernières crises, en tout cas, ces entreprises, elles ont mieux résisté. Mais c'est étudié depuis quand les dernières crises? C'est le Covid, également, même en 2008. C'est déjà étudié tout ça. On peut rétro-étudier peut-être. On peut rétro-étudier et c'est des entreprises qui résistent mieux. Effectivement, on n'est pas à l'abri d'une correction. D'ailleurs, on en a une petite cette semaine. Mais ces entreprises-là, en tout cas, sont bien positionnées pour l'avenir, c'est sûr. Ok. Pour faire juste, parce que je te remercie et comprendre aussi... je sais pas si je dois dire ça, l'instant promo de Goodvest, non mais juste comprendre, comme d'autres, quand je vais sur donc goodvest.fr, c'est ça? Ouais. Je veux investir, je me mets dessus en même temps. Est-ce que tu me permets alors d'avoir un prélèvement auto par exemple et d'investir automatiquement tous les mois ou toutes les semaines? Parce que moi j'aime tous les mois alors. Pour l'instant c'est tous les mois, et on pourra après changer. Oui. Ok, prélever sur un compte ou sur une carte? Sur un compte courant. Sur un compte courant, d'abord, d'accord. Et donc, moi, je suis un grand adepte du dollar cost averaging. Bon, alors après, et derrière, j'ai un... Alors, si t'es avec Generali, si je me trompe pas, parce que j'utilise certains de tes confrères qui travaillent avec Generali, et je reçois, Nalo pour pas les citer, d'ailleurs, tu les connais probablement, mais je reçois de Generali un papier tous les mois, ce qui me rend ouf. En fait, je me dis... Par la poste? Ben oui. Et je crois que t'es sûr que vous recevez pas de papier? Alors nous c'est certain parce qu'on est full dématérialisé et je pense que Nalo, le contrat a été lancé quand même maintenant ils ont quasiment 4 ans. Donc à l'époque c'était en cours, ils me l'ont dit, c'était en cours de changement, mais maintenant c'est fini, il n'y a plus de compte, il y a plus de papier. Donc voilà, par mail. Je trouvais ça complètement lunaire, mais limite parce qu'en plus je sais pas quoi en faire, tu vois. Et voilà, ça me faisait marrer. Alors tu vas encore recevoir des mails de généralistes, évidemment, de Goodvest. Ce qui est toujours surprenant en fait, parce que du coup tu te dis attends, c'est pas la personne avec qui j'ai contractualisé comme ça, mais en fait tu le vois vite dans l'onboarding. Ok, donc on peut investir chez vous, ça a l'air assez simple. J'ai bien aimé ta transparence surtout, et je trouve que c'est vraiment top de comprendre un peu le backstage de l'investissement green et tech, et je te remercie Joseph. Si toi tu devais me donner une martingale qui était peut-être pas dans ton univers à toi, dans l'investissement, c'est quoi ton petit kiff là où t'es allé? Est-ce que t'as testé ces derniers mois, ces dernières années? J'ai testé beaucoup de choses ces derniers mois, ces dernières années, vu que je m'intéresse pas mal à l'investissement. Bon, évidemment, les ETF, moi je trouve que c'est un produit phénoménal, très intéressant et très transparent aussi, donc pas mal les ETF. Et sinon, pour sortir un peu de ce qu'on fait chez Goodvest, le non-coté, ça m'intéresse aussi pas mal. J'ai financé quelques projets sur lita.co, pas pour une grosse partie de mon épargne, parce que c'est pas disponible, c'est pas coté. C'est très risqué. C'est très risqué, effectivement, c'est pas diversifié du tout. Mais je trouve que c'est important, quand on a un projet qui nous tient à cœur, d'aller le financer. Si on a une marque qu'on achète régulièrement, de participer à son crowdfunding, et donc c'est ce que j'aime bien faire aussi. Le non coté, donc voilà, ce sont les entreprises souvent sur des projets comme l'ITA, pas toujours, mais souvent en très early stage, quoi. Donc du coup, tu vas investir dans des entreprises qui commencent. Tu vas avoir une partie beaucoup plus importante de la boîte, quoi. Tu peux avoir pour 1 000 euros ou pour 500 euros. Un petit pourcentage 1% ou en tout cas tu vois quelque chose d'important. 1% pour 500 euros, c'est probablement, c'est vrai qu'elle serait vraiment toute petite, mais 0,1%, en tout cas vraiment des choses qui sont significatives. Si c'est des boîtes qui s'envolent, c'est bien, mais faut juste être prêt à se dire que tu vas tout perdre, quoi, parce que c'est aussi très tôt dans leur aventure. En revanche, quand ça part très haut, très fort, c'est intéressant. Donc je te rejoins là-dessus pas mal. Et sur les ETF, donc je redis, comment tu trouves un ETF organique? Comment tu le sais? Faut quand même aller fouiller, tu le sais. Alors, en fait, ça c'est assez simple. Si vous allez sur le site des sociétés de gestion, vous allez voir directement si c'est réplication physique ou synthétique. Ça va être indiqué tout simplement. Vous pouvez même faire la recherche du mot-clé sur le site de la société de gestion. C'est une mention obligatoire, comme le prix de la part, etc. C'est indiqué très simplement. Ok. Bon, super. Écoute, on a tout abordé. J'ai oublié quelque chose, Joseph? Écoute, non, franchement, on a parlé de pas mal de sujets. Donc, je pense pas. Bon, top. Écoute, je te dis merde pour la suite. Bravo pour ce projet
lancé hyper tôt dans ta jeune vie d'entrepreneur. Et puis voilà, break a leg. Je vous souhaite bonne route pour Goodvest. Je vous remercie à vous tous. J'espère que cet épisode vous a plu et voilà, que vous en ferez bon usage. Je pense qu'il y a évidemment quand même plus de je sais pas moi de fierté à se dire que j'investis dans des projets comme celui, comme Goodvest, ou dans tout ce que tu défends et dans toutes ces entreprises que vous mettez en valeur, plutôt que de se dire on s'en fout et on va juste prendre l'argent où il est. Mais en plus, si la performance est là et qu'il y a moins de hauts et de bas et que ça résiste mieux, voilà, donc tout semble être pas mal. Je pense que évidemment ce sera corrigé s'il y a des corrections qui viennent à un moment, mais si ça l'est moins, pourquoi pas, quoi. Voilà, n'oubliez pas qu'il faut quand même pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Faut diversifier, c'est voilà, important. mais en l'occurrence, si tu vas dans plein d'entreprises, dans des fonds, tu diversifies un peu automatiquement. Tu peux lisser, mais c'est aussi pas comme ça en diversifiant beaucoup trop ou dans des fonds que tu vas faire un énorme coup, si c'est ce que tu cherches. Une martingale, en l'occurrence, c'est pas ça, c'est un endroit où tu gagnes à tous les coups, mais ça n'existe pas. Voilà, pour ce pas de magie. Pas de magie. Merci en tout cas, merci à vous tous. Merci Mathieu. Et puis à la semaine prochaine sur la martingale. Partagez ces épisodes à vos proches qui veulent comprendre comment tout ça fonctionne, qui veulent comprendre que la finance n'est pas que sale et qu'on peut aller creuser un peu et essayer de comprendre tout ça avec des jeunes acteurs innovants comme Joseph. Voilà, à plus. On te suit, pardon, je te l'ai pas dit, mais sur LinkedIn, si on veut, je mettrai le lien. Alors, t'as un nom assez compliqué à écrire comme moi. Il est plus simple à prononcer le mien que le tien. Plus simple de trouver la page de Goodvest sur LinkedIn, je pense. Goodvest sur LinkedIn, sinon Joseph Chouefati, c'est CHOUEIFATY. Voilà, LinkedIn. Ailleurs ou pas? LinkedIn, on est Goodvest, c'est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, on est même sur TikTok. Donc, Bon, très bien. écoute, voilà, on te suit sur TikTok. Allez, salut Joseph. Salut. Avant de nous quitter, Goodvest, j'ai négocié avec Joseph dans le pas de la porte. Je précise que c'est pas du tout un sponsor, je gagne rien là-dessus, mais juste après un épisode comme ça, j'essaie de négocier toujours. Vous le savez, que si vous écoutez pour mes auditeurs, quelque chose. Et donc Joseph m'a proposé avec le code Martingale 3 mois de frais de gestion offerts à votre inscription sur le site goodvest.fr. Voilà, c'est une négo, c'est pas un sponsor, je le répète, totalement éditorial, quelque chose, un petit braquage que je fais pour vous. Voilà, une sympathie de la part de Joseph. Si ça vous a plu, allez-y. En tout cas, de ma part, Martingale sur le site Goodvest. À plus. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.